Chaque avancée scientifique raconte une nouvelle histoire. Et ce sont ces histoires, piquantes ou vertigineuses, que nous aimons raconter dans les pages d'Epsilon, le nouveau magazine d'actualité scientifique. Chaque semaine, je vous embarque dans l'enquête d'un journaliste de la rédaction. Je suis Valérie Greffose et vous écoutez le podcast d'Epsilon. Je vous aime si vous voulez savoir. Depuis que je vous ai vu, je mange plus, je vis plus, je dors plus. C'est comme si j'existais plus. Je pense tellement à vous que j'ai fini par m'oublier. Ah, l'amour. Que se cache-t-il derrière ce bouleversement de tout le corps, de tout l'esprit ? Les biologistes ont peut-être trouvé la réponse. Une petite molécule au nom prédestiné, la kispeptine. C'est elle qui déclenche la puberté. Elle qui nous donne envie de tomber amoureux et qui augmente la puissance des sentiments. Elle qui booste le désir érotique et prépare le corps à l'acte sexuel. Pourtant, rien n'annonçait que cette hormone allait faire chavirer le cœur des biologistes. Ils la connaissaient depuis longtemps d'ailleurs, pour son rôle dans l'arrêt des métastases cancéreuses. Rien à voir avec l'amour donc. Et puis ils sont retombés dessus par hasard en menant des travaux sur la puberté et la fertilité. Depuis, partout où ils regardent, la reproduction, le désir sexuel, l'attachement amoureux, ils voient la kispeptine. On vient peut-être à peine de découvrir le feu, mais là, je crois que tu viens de nous inventer le coup de foudre. La journaliste Sylvie Burnouf a parlé à ces chercheurs qui tentent, osons le dire, de percer le mystère de l'amour. Kispeptine, la peptine du baiser en anglais. Sylvie, on ne pouvait pas trouver mieux comme nom pour une molécule de l'amour. Non, c'est sûr. Et personnellement, je trouve ça très mignon comme nom de molécule. On visualise direct des petits bisous tout partout. Mais en réalité, c'est un hasard total. Les chercheurs qui l'ont découverte il y a maintenant un peu plus de 25 ans à l'université de Pennsylvanie, ils travaillaient dans le domaine du cancer, donc rien à voir. Ils cherchaient des gènes impliqués dans l'inhibition des métastases tumorales. Et c'est comme ça qu'ils l'ont identifié en fait. Et le truc, c'est que quand on découvre un nouveau gène, on a le droit de lui donner le nom qu'on veut. Et donc les chercheurs, ils ont décidé de l'appeler Kiss1, en s'inspirant du nom de chocolat, les Kisses, qui ont une forme de tétine de biberon et qui sont produits dans la ville de Hershey, où leur labo se situe. Et c'est comme ça que Kiss1, le gène de la kispeptine, a fait son entrée dans la littérature scientifique. C'est drôle, il y a des hasards qui font décidément bien les choses. Eh oui, et c'est seulement 7 ans plus tard, en 2003, que le chercheur français Nicolas Deroux et ses collègues de l'INSERM ont identifié de nouvelles fonctions des peptides qui sont produits par Kiss1, des fonctions cette fois dans la reproduction humaine. Et eux aussi, ils sont tombés dessus par hasard. À l'époque, en fait, ils travaillaient sur une famille consanguine et ils cherchaient la raison pour laquelle plusieurs membres de cette famille souffraient d'une absence de puberté et de fertilité. Et c'est là qu'ils ont découvert que ces personnes étaient en fait toutes porteuses d'une mutation sur le récepteur de la kispeptine, une perte de fonction qui le rend inopérant. Et c'est comme ça qu'on a compris que cette molécule jouait un rôle crucial dans la reproduction et qu'elle avait donc voix au chapitre dans l'alchimie de l'amour. Mais à ce stade, en fait, on ne savait pas encore à quel point elle portait bien son nom. Si vous étiez différent, bien sûr, je vous aimerais pas parce que vous seriez un autre et que je pourrais pas en aimer un autre, même si c'était vous. C'est quoi exactement la kispeptine ? Une molécule ? Un neurotransmetteur ? Une hormone ? Vincent Prévost, neurobiologiste au Centre de recherche Lille Neurosciences et Cognition. La kispeptine est un neuropeptide. Initialement, elle est synthétisée par des neurones pour aller agir sur d'autres neurones. Donc, on pourrait dire que c'est plutôt une sorte de neurotransmetteur peptidergique. Mais dans certains états, tels que la gestation, par exemple, chez la femme, eh bien, on en retrouve dans la circulation générale. Et là, du coup, en effet, cette kispeptine devient une hormone. Mais alors, on ne sait pas à quoi elle sert pendant la gestation. Et je ne pense pas que chez la souris, on la retrouve au cours de la gestation. Donc, il peut y avoir des différences entre espèces et on ne connaît pas ce rôle. Sylvie, la kispeptine a visiblement plusieurs rôles assez différents les uns des autres. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après la première découverte de 2003 ? En fait, cette découverte de 2003, elle a été fondamentale parce que elle a mis le doigt sur une grosse pièce manquante du puzzle de la reproduction. Et là, toute la communauté scientifique du domaine s'est mise en ébullition et il y a eu des milliers d'études scientifiques qui ont été publiées dans la foulée sur la kispeptine. Les chercheurs ont d'abord réalisé qu'elle jouait un rôle clé dans le système par lequel le cerveau et les organes de la reproduction, c'est-à-dire les ovaires et les testicules,
communiquent pour produire les hormones sexuelles. Et ils ont compris qu'en fait, la kisspeptine, c'est un peu la patronne de ce système. C'est elle qui gère les mécanismes de puberté et d'ovulation. Mais la découverte de son importance dans les jeux de l'amour ne s'est pas arrêtée là, puisque des chercheurs ont par la suite détecté la kisspeptine et son récepteur dans d'autres régions cérébrales que celles qu'on connaissait. Plus précisément, ils l'ont retrouvée dans le système limbique, une zone du cerveau qui est connue pour son rôle clé dans les comportements sexuels. C'est là notamment que nos émotions se nouent, que notre désir se forme, et que l'ensemble des conduites qui aboutissent à l'accouplement et à la reproduction se structurent, comme les parades ou la séduction. Écoute, je sais pas si je devrais te le dire, mais je crois que notre fille est amoureuse. Encore? Ah non, mais c'est pas possible. Mais du coup, on aurait en quelque sorte trouvé le chaînon manquant, une molécule qui relie désir et reproduction. Eh bien, il semblerait bien que oui, Valérie. Si on reprend des expériences qui ont été faites par des chercheurs britanniques de l'Imperial College London, on voit que, en fait, quand on demande à des jeunes hommes de regarder des photos érotiques et qu'on leur injecte en même temps de la kisspeptine, on voit que dans leur cerveau, ça amplifie bel et bien l'effet de ces photos sur l'activité des régions cérébrales qui sont connues pour être impliquées dans le désir sexuel. Et quand on fait la même expérience, mais cette fois en leur montrant des photos de couples d'amoureux en train de se faire des câlins, on voit que la kisspeptine augmente l'activité des régions du système limbique qui sont impliquées dans l'amour romantique, un terme qui est utilisé par les chercheurs pour désigner l'attachement amoureux, qui est distinct du désir sexuel. Et donc on a trouvé une molécule qui agit à la fois sur le désir, sur le sentiment amoureux et sur la reproduction. C'est presque la formule de l'amour en quelque sorte. Est-ce que la kisspeptine a quelque chose à voir avec cette autre hormone, l'ocytocine, qu'on appelle aussi l'hormone de l'amour? Vincent Prévost, du Centre Lille Neurosciences et Cognition. A priori, ça a peu de choses à voir, dans le sens où l'ocytocine est sécrétée par des populations neuronales totalement distinctes. Et l'ocytocine, l'un des rôles majeurs de l'ocytocine, c'est de permettre la parturition, donc l'accouchement, et aussi aller induire la contraction des acinis dans les glandes mammaires et qui permettent en gros l'éjection du lait. Donc là, ça a un rôle essentiel chez la femelle et la prise en charge des petits. Mais c'est vrai que on considère aussi que l'ocytocine pourrait jouer un rôle dans peut-être l'attachement mère-enfant et donc jouer comme ce qui a été montré pour la kisspeptine, autre chose que les fonctions endocrines. Et l'ocytocine a été la première hormone dont ces aspects extra-hypothalamiques ont été étudiés. Et voici, ô mon amour, que je te retrouve tel qu'autrefois. Quelle aventure miraculeuse! Sylvie, est-ce qu'on sait comment cette molécule est sécrétée par le cerveau? Alors non, pas complètement. Il y a des études chez l'animal, menées notamment par Vincent Prévost, qui suggèrent que l'ensemble des mécanismes qui déclenchent la sécrétion de kisspeptine sont très sensibles aux odeurs et aux phéromones, ce qui impliquerait des connexions entre le nez et le cerveau. Alors chez l'humain, l'existence des phéromones est quelque chose qui fait débat, mais il n'est pas impossible qu'une personne qui perçoit un parfum ou une odeur corporelle ait une décharge de kisspeptine dans le cerveau. Mais c'est quelque chose qui reste à démontrer. Mais alors du coup, est-ce que le baiser pourrait finalement jouer un rôle dans l'alchimie de l'amour? C'est quelque chose que j'ai demandé aux chercheurs que j'ai interrogés, mais visiblement on est encore dans l'inconnu total, puisqu'a priori aucune étude n'a été menée pour le savoir. Mais c'est vrai que quand on s'embrasse, le nez va toucher la peau de l'autre et donc potentiellement percevoir des phéromones. Et donc peut-être qu'à ce moment-là, dans le cerveau, il y a une grosse flambée de kisspeptine. C'était comme si son corps tout entier sentait l'amour. J'adorais ça. Et est-ce que les scientifiques imaginent des applications thérapeutiques à la kisspeptine? Oui, ils commencent à y réfléchir. L'idée, c'est que ça pourrait améliorer les fonctions sexuelles des personnes qui souffrent de troubles psychosexuels et qui n'ont pour l'instant que très peu d'options thérapeutiques. C'est par exemple des gens qui n'ont pas une libido importante ou qui ne supportent pas d'être touchés alors qu'ils aimeraient bien. Mais à quoi ressemblerait alors un traitement à la kisspeptine? À des injections? J'ai posé la question à Vincent Prévost. C'est pas très invasif, hein. On peut mettre sur le bras d'une personne une pompe qui va relarguer de la kisspeptine, soit en continu, soit en pulsatile. Donc ça, bon voilà, il y a une pompe, c'est comme quand on a une pompe à l'insuline, donc ça gêne juste comme ça, mais c'est pas très grave. Et si ça permet à la personne de recouvrir des cycles menstruels et permettre d'ovuler et donc
de porter un enfant, c'est tout à fait bien. Et maintenant, c'est vrai qu'il y a des recherches qui sont en cours pour savoir, par exemple, si on pourrait administrer la quispétine, comme l'ocytocine d'ailleurs, par des puffs intranasaux, et voir si ce mode d'administration aurait des effets bénéfiques pour induire l'ovulation et ou l'appétit sexuel des personnes. Et donc peut-être que c'est le filtre d'amour qu'on a dans les romans de Alexandre Dumas. C'est peut-être cette quispétine en fait. Et la vie, elle vous aime? Jusqu'ici, elle était plutôt vache avec moi, mais elle changera peut-être puisque je l'aime. Imaginez, un jour, avant de sortir en quête de l'âme sœur, nous snifferons peut-être une petite dose de quispeptine en spray, une sorte de filtre d'amour ultime. Vous venez d'écouter Histoire de science. Pour aller plus loin, vous pouvez lire l'article dont est tiré cet épisode et bien d'autres encore dans Epsilon, le nouveau magazine d'actualité scientifique. Et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle Histoire de science.